Le front européen s'amplifie. Dans tous les pays, les volontaires s'engagent afin d'épargner à l'Europe le cauchemar bolchevique. Ah, c'est vous qui avez frappé hein. Ben, ça fait longtemps que j'avais pas eu le plaisir de vous voir. Ah ben ça c'est gentil. En plus de venir ici directement au bureau, ouh là là, ça tombe bien. Vous savez qu'on est en train d'organiser un événement. On organise la première partie de la vente Jean-Pierre Chantrin sur les volontaires. Et ben vous savez quoi? Allez hop, venez, suivez-moi, je vais vous montrer tout ça. Si on remonte dans le temps, on peut dire que deux armées avant l'armée allemande ont eu des volontaires de pays étrangers dans leur armée. Il s'agit de l'armée napoléonienne évidemment, et avant il s'agit de l'armée romaine. Mais ce qui est passionnant, c'est de voir que cette armée allemande, à partir de 1941, à partir du moment où elle va envahir l'Union soviétique, va avoir le renfort de tout un tas de volontaires de pays totalement différents qui vont de la Belgique à la France, en passant évidemment par les pays de l'Est, mais en passant aussi par des pays totalement improbables, comme l'Azerbaïdjan par exemple, ou par les pays musulmans, dont le grand mufti de Jérusalem va en être le drapeau, ou par beaucoup d'autres volontaires, croates, slovènes, et tant d'autres. À travers tous ces patchs de volontaires européens, à travers toutes ces archives, toutes ces photos, tous ces insignes, c'est beaucoup de l'histoire de ces volontaires. Et c'est en même temps une histoire très peu connue, une histoire qui peut être très perturbante aussi en elle-même, et une histoire qui nous permet aussi de redécouvrir la géographie de l'époque, et qui nous permet aussi de mieux comprendre l'histoire de l'époque, puisqu'il y a beaucoup de volontaires qui viennent de communautés, qui sont des communautés à l'époque qui étaient des communautés allemandes, ou qui ont combattu aux côtés de l'Allemagne, parce qu'ils voulaient une reconnaissance dans ce qui s'imaginait être la future Europe après la victoire de l'armée allemande. C'est donc une histoire en couleur que nous vous proposons. Ce ne sont donc pas uniquement des insignes en tissu, ou des insignes métalliques, ou des morceaux de papier, qui sont des documents que nous vous proposons aujourd'hui. C'est un véritable pan de l'histoire européenne. Mais c'est avant tout l'histoire de centaines de milliers de volontaires qui se sont engagés dans un combat qui était pour beaucoup perdu d'avance et qui y ont laissé leur vie. Et quelles que soient les idées politiques que cette époque a pu véhiculer, il est clair que mettre sa vie au bout de ses idéaux mérite qu'on s'en souvienne. Et ben voilà, notre photographe est en pause, vous avez de la chance parce qu'on va pouvoir aller visiter le studio photo. Studio photo un petit peu organisé à l'arrache comme on dit, puisque d'habitude on fait nos photos ailleurs et que cette fois-ci on a décidé de faire les photos directement dans nos bureaux en Allemagne. Donc l'atmosphère est un peu particulière parce qu'on a pris une des pièces, mais ça ne va vous en plaire que plus je pense. Voilà de quoi nous sommes menacés, enfin en partie, en tous les cas, voilà ce qui était destiné à la prochaine session photographique. Donc dans le désordre, ici une casquette du Pays réel de Rex, de vendeur de journaux du Pays réel de Rex, une casquette qui me rappelle des souvenirs, parce qu'elle était dans une des pièces du musée de Jean-Pierre, la grande pièce qui était à droite, il y avait deux mannequins d'enfants, dont un vendeur du Pays réel de Rex et un autre du Brüsseler Zeitung. Un peu avant, vers 13-14 ans, je me suis intéressé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ce qui a déclenché cette virulente passion qui me poursuit depuis plus de 50 ans. Et c'est ainsi que j'ai accumulé des tas de choses au fur et à mesure de mon expérience et de mes connaissances. Les très fameuses coiffures de la division Hanchar, qui elles sont originales, la verte étant de la plus haute rareté. Elles sont toutes les deux montées d'origine. Tant qu'on y est, un volontaire cosaque, voilà, un bon volontaire cosaque, avec à l'intérieur les bons marquages revêtés. Ça, c'est un flamand, c'est un officier
dans l'armée de l'air de la Flandre occupée par l'Allemagne. On voit d'ailleurs qu'un petit air de famille avec les casquettes d'officier de la Luftwaffe. Et puis ici, ben voilà, des insignes volontaires comme s'il en pleuvait. La mission arrive au village où se trouve le PC d'un bataillon. Nous passons sous un arc de triomphe élevé en notre honneur par les paysans du Cru et sur lequel flottent fraternellement unies les couleurs françaises et allemandes. La France est sans doute l'un des pays qui a marqué de manière emblématique les volontaires étrangers dans l'armée allemande, puisqu'elle a levé un très fort contingent, d'abord dans la LVF, la Légion des volontaires français, créée dès 1941, qui d'abord a été créée par Benoît Méchain avec la Légion tricolore et qui a fini par trouver l'agrément des Allemands avec cette très fameuse LVF, sous un drapeau français, sous uniforme allemand, avec un badge français, ce qui a d'ailleurs fait grincer beaucoup de dents, puisque beaucoup de volontaires français qui sont arrivés à la LVF se sont imaginés qu'ils allaient combattre sous l'uniforme français. Les officiers français du bataillon sont présentés à l'ambassadeur. Rappelons que dans leur idée, ils combattaient contre le bolchevisme et en 1941, c'était partir bien évidemment en Russie. La LVF a contenu un grand nombre de personnes emblématiques, dont l'une des personnes les plus emblématiques a été Monseigneur de Mayol de Lupé, l'aumônier militaire de la LVF. La France, la belle France. La LVF a connu une transformation un petit peu plus tard en Légion Charlemagne, puisqu'elle a combattu sous l'uniforme de la Waffen-SS. Là, toujours en conservant son aumônier, Monseigneur de Mayol de Lupé, ce qui est un événement considérable dans l'armée allemande de l'époque, en tous les cas dans la SS de l'époque, puisque la SS, qui était agnostique, n'avait pas d'aumônier, et que deux seules unités, qui sont des unités de langue française, c'est très amusant de pouvoir le noter, ont eu un aumônier. La Légion Wallonie, puisque Léon de Grelle avait imposé son aumônier pour rentrer dans la SS, et la Légion Charlemagne avec Monseigneur de Mayol de Lupé. La Légion Charlemagne est d'autant plus connue qu'une petite partie de ses membres se sont retrouvés à Berlin en 1945 et ont combattu dans les alentours immédiats du bunker d'Hitler. C'est donc une unité assez emblématique de l'histoire de cette époque. Et oui, effectivement, la LVF, la Sturmbrigade Charlemagne, mais aussi la Légion Wallonie sont des unités qui sont particulièrement reconnaissables et emblématiques des unités de volontaires étrangers. Donc ça, c'est l'Espagne. La Roumanie, ça c'est une bande de bras de la Florian Geyer, la Slovaquie, la Hongrie, c'est vraiment dans le désordre tout ça. L'Italie, le fameux, très fameux Fressa Indian, j'en avais vendu un qui est devenu un peu emblématique au musée militaire de la Poche de Royan. L'Arménie, la Russie. Des centaines de milliers de jeunes gens qui n'étaient pas allemands, dont un certain nombre étaient anti-allemands, sont partis offrir leur vie sur les champs de bataille de la Russie avant tout. Ça, c'est directement des insignes de Rex, avec les insignes, les différents insignes du mouvement Rex, du début jusqu'à la fin. Voilà, ça sont les jeunes filles et jeunes garçons dans Rex. Ça, c'est la Flandre, petit insigne, il ne faut pas qu'ils le perdent. Ça, Freysandian encore. Les Italiens. Turkménistan, bah voilà, ça c'est la Wallonie, avec des insignes de boutonnière de la Wallonie. Le petit et le grand modèle. Ça n'a rien à voir. Croatie. Ça, c'est passionnant, ça. Ça, c'est la plaque d'imprimerie originale du très très fameux papillon de Rex. Le très fameux papillon, vous voyez, c'est là que vous voyez les secrets de fabrication qu'on donne à notre photographe, les indications de photos. Et d'ailleurs, ça me reste dans les mains. Et voilà, alors, pour qui le connaît, c'est la très fameuse vignette autocollante de Wallonie contre le bolchevisme, pour l'Europe et ta patrie rejoint la Légion Wallonie. Et ça, c'est donc la maquette d'imprimerie, enfin pas la plaque d'imprimerie plutôt, de ce papillon autocollant. Donc autant dire que c'est un petit peu légendaire comme papillon. Comme tout collectionneur important qui se respecte, c'est toujours le même principe.
vous cherchez après une pièce, vous la trouvez, vous vous décarcassez pour la voir, vous faites des économies, vous faites tout ce que vous voulez pour la voir, et une fois que vous l'avez, vous la mettez dans un coin et vous passez à autre chose. Donc c'est toujours la pièce qui va venir. Ça, c'est la plus belle. Et là encore, de l'insigne, comme s'il en pleuvait. Ah, la France, le fameux régiment IR 638, la LVF. Il y a un insigne LVF quelque part, mais est-ce que je vais pouvoir le retrouver? Ça, surprise, surprise, monsieur Béliveau, je ne sais pas. Ah, là, dans le désordre, un brassard de Rex pour la police. Comme vous le voyez, il y a tous les insignes de volontaires, quasiment tous les insignes de volontaires de l'armée allemande sont là. L'Azerbaïdjan. Il y en a partout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la bande de bras Néderlande. Ah, ça... Ah oui, ça, c'est fabuleux, ça. Puisqu'on parlait de la Wallonie, voilà, donc la Wallonie créée en 1941, qui passe ensuite à la Waffen-SS en 1943, et donc la Légion Wallonie a eu un petit peu moins de 2 ans d'existence, elle a combattu à peu près partout sur le front de l'Est, et ça sont 2 monuments de l'histoire de la Wallonie. Faut que je fasse attention en ouvrant. Premier monument de l'histoire de la Wallonie, un Solbourg de la Wallonie, de légionnaire wallon. Voilà, du légionnaire Jules Lovinfoss, donc régiment 373, Wallonian Infantry Battalion 373. Ça, c'est un vrai monument. Erste Compagnie Wallonian Infantry Battalion 373. Lovinfoss, à Liège, un liégeois en plus. Ça, c'est vraiment un monument de l'histoire de la Wallonie. Et un deuxième monument de l'histoire de la Wallonie. Il y a en vérité assez peu de choses sur les volontaires dans l'armée allemande que l'on puisse trouver. Et tout ce que l'on peut trouver est dans cette vente. C'est-à-dire que les volontaires dans l'armée allemande étaient sous uniforme allemand, donc c'est un uniforme qui est totalement réglementaire. Ils différaient des autres régiments par leur drapeau évidemment, mais aussi par le patch de volontaires qu'ils avaient sur la manche. Et nous avons dans la collection de Jean-Pierre une très importante collection de patchs de volontaires. Nous avons aussi une importante collection, un important ensemble de documents et de photos autour des volontaires, et principalement évidemment de tous les volontaires wallons et flamands dans l'armée allemande. Une rareté absolue, enfin les deux sont d'une rareté absolue. D'ailleurs on va les mettre de côté pour qu'il les photographie tout de suite. Un Solbourg de la SS wallonienne, et en plus si mes souvenirs sont bons, le Solbourg d'un officier, le Solbourg d'un sous-lieutenant, avec une photo qui est quand même assez incroyable, avec une casquette cassée à l'allemande qui comporte un aigle de casquette de l'armée de terre. Ça arrivait parfois chez les officiers de la Waffen-SS qui portent des ailes de coiffure qui ne soient pas des ailes de coiffure de la SS mais de la R. Et celui-là est très typique, il a un aigle de SS, il est un aigle de coiffure de la R. Et c'est pour le sous-lieutenant Jean Albardier. Voilà, c'est ce grenadier Ausbildung und Erste Bataillon. Voilà. Albardier, Jean, dans le bois de Brou, à Lutiche, avec l'adresse de sa famille. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'absolument emblématique. Et d'introuvable. Et qui parle évidemment beaucoup aux Belges, et qui parle beaucoup à tous ceux qui sont de langue française. Contrairement à ce que les gens croient, c'est pas des choses hyper chères et hyper rares qui m'intéressent. Moi, je suis tout aussi heureux quand je trouve un petit insigne qui termine un panneau ou que si je trouve la coiffure de Göring ou d'Adolphe. Hein. Évidemment, il y a des pièces qui sont mythiques. Hein. Bon, les coiffures, par exemple, dans les coiffures, il y a des coiffures que tout le monde recherche et qui sont devenues introuvables. Mais j'ai autant de plaisir à collectionner. Maintenant, c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, je garde tout ce qui est petit, tout ce qui ne prend pas de place, parce qu'ici, vous avez vu, vous avez pu vous rendre compte que
c'est un petit peu bordélique. Alors je vais, par la force des choses, devoir me cantonner à des petites choses, mais je continuerai à collectionner. Exécuté Antonescu en Roumanie. Suicidé Himmler, chef de l'Ordre Noir. De tous ces dignitaires, de tous ces chefs de peuple, un seul a échappé à son destin, un seul vit encore, exilé mais libre, malgré sa condamnation à mort. Le Volksführer Léon de Grelle, général SS et ex-chef du rexisme en Belgique. Léon de Grelle, c'est un personnage comme seuls les années 30 ont su en créer. Léon de Grelle est fils d'un brasseur belge qui en vérité est français, des Ardennes belges. Il est né à Bouillon et très rapidement, après ses études à l'université de Louvain, il va promotionner à Louvain l'action française de Charles Maurras. Il va déjà être à cette époque-là un propagandiste incroyable, Maurras va le remarquer et il va devenir peu après journaliste, il va faire une carrière incroyable en tant que journaliste, en tant que jeune journaliste, à une revue qui s'appelle Le Petit XXe siècle, où il va débuter en même temps qu'un dessinateur très connu qui s'appelle Hergé, qui sera un de ses grands amis. De Grelle va sortir des affaires inimaginables au Petit XXe siècle, notamment une affaire par rapport au Mexique où il va aller. De Grelle est vraiment un personnage qui en rajoute énormément, mais qui a un talent indéniable. C'était ça, mon besoin de voir des êtres humains. Et très rapidement, en 1933, il va créer son propre parti politique qui s'appelle Rex. Rex est un parti qui est belge, qui est évidemment extrêmement proche des partis catholiques. Il va avoir un très très grand succès, il va remporter aux élections législatives de 1932 notamment énormément de voix, il va être reçu par le roi Léopold III, mais il va être mis un petit peu au banc de la société à cause de ses idées très radicales qui vont, un peu comme Mussolini dans les années 20, le rapprocher du fascisme et du nazisme. Je la possédais comme on possède un être cher, un être bon. C'est exactement du même ordre. Je vois toujours ça, mes grands meetings. Et c'est tout naturellement qu'après la déclaration de guerre, et surtout au moment où les Allemands envahissent la Belgique, que de Grelle va faire de Rex un parti collaborationniste, et qu'ensuite il va créer d'abord la Légion Wallonie, très connue en Belgique. Il va partir en tant que simple soldat sur le front de l'Est, et il va revenir en tant que capitaine. Il va avoir droit à la décoration suprême allemande, c'est-à-dire la croix de fer de chevalier de la croix de fer, la très fameuse Ritterkreuz, et ensuite il aura même les feuilles de chêne à sa Ritterkreuz. De Grelle va s'avérer être un combattant d'élite. Il va rester surtout au sein de ses troupes. Il ne fera pas partie de ses dirigeants des collaborations européennes qui seront eux directement derrière leurs troupes et qui les regarderont partir. Nos garçons mouraient par milliers. Ils n'avaient même plus de munitions pour se défendre. Nous savions que chaque kilomètre que nous conservions, c'était ça qui faisait le barrage contre l'envahissement de nos patries. Comme de Grelle est un personnage dont le destin ne peut pas en rester là, malgré à la fin de la guerre que tout s'effondre autour de lui, il va réussir plutôt à trouver un avion, un Engel 111, qui est l'avion d'Albert Speer, pour partir du front de l'Est où il est vers l'Espagne. Ça se passe le 8 mai 1945. De Grelle va survoler Paris, il va être le seul avion avec une cocarde à croix gammée à survoler Paris, et juste un peu avant la frontière espagnole, plus d'essence. C'était notre première idée, arriver de l'Angleterre vers l'Europe en laissant croire que c'était un avion anglais. Mais nous avons été dépistés tout de suite. Et la radio crépitait. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? L'avion va finir en vol plané, il va s'écraser dans la mer, et heureusement pour lui, il va s'écraser en territoire espagnol. Donc va arriver la dernière partie de la vie de Grelle, qui n'est pas la moins intéressante, qui est la partie qu'on a appelée l'exil, où de Grelle va vivre une vie assez incroyable, protégé par les franquistes, en continuant à faire des émissions de télévision, des films, des livres, tout un tas de choses. Comme disaient mes vieux soldats, chance de Grelle, chance éternelle,
j'allais en sortir, je suis là toujours vivant. Et De Grelle va mourir en 1994 à Malaga, le 31 mars. Il va mourir à quelques encablures, à quelques pas en fait de l'endroit où il s'est écrasé avec son Heineken 111 en 1945. Et dernier pied de nez de Léon De Grelle, car il fallait bien qu'il en fasse ça après sa mort, il va se faire incinérer, il va faire répandre ses cendres sur la montagne de l'Obersalzberg où Hitler avait sa maison. C'est donc un ensemble absolument exceptionnel et unique que de pouvoir présenter tous ces documents de Rex, parce qu'ils représentent à eux-mêmes une partie de l'histoire de la Belgique, c'est sûr, mais ils représentent en même temps une ambiance de ce qu'était l'Europe des années 30, de ce qu'était l'Europe des partis des années 30, de ce qu'étaient les tribuns des années 30, puisqu'on a complètement oublié cette notion de tribun, et De Grelle était incontestablement un tribun, et c'est l'une des parties les plus intéressantes que de présenter pour nous tous ces documents sur Rex et sur Léon De Grelle. Enfin, comme vous le voyez, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Je vais me faire incendier tout à l'heure d'avoir mis un tel bazar. Donc ça, ce n'est que du volontaire étranger. Ça vous donne une petite idée de ce qu'il peut y avoir, mais il y en a encore des caisses et des caisses. Et ici, on tombe sur des caisses d'archives. Alors là, qu'est-ce que c'est? Oui, là c'est du volontaire, et voilà, et ça c'est du volontaire belge. Tout ça c'est une caisse de documents volontaires belges, avec l'organe hebdomadaire de la brigade d'assaut Wallonie par exemple. La revue, l'organe intérieur du mouvement rexiste, la revue national-socialisme. Il y a des centaines de photos originales, mais des centaines de photos originales de combattants belges, et pas du retirage, et souvent des photos inédites. Le combattant encore, l'organe hebdomadaire de la brigade d'assaut SS Wallonie. Vous voyez qu'il y a ce qu'il faut. Ah bah tiens, voilà, je vous parlais de photos originales. Il y a des centaines de photos originales comme ça, qui sont vraiment fascinantes, parce qu'il y a souvent le nom directement. Ça c'est très intéressant. Est-ce que c'est lui? Oui, parce que voilà, c'est le tambour-major, c'est le chef de musique de la Wallonie. Donc Ernest Moreau, passé ensuite après la Waffen-SS, et ça sont des photos qui viennent directement de lui. Et ça, des photos comme ça, il y en a des centaines, on a la chance d'en avoir des centaines. En voilà d'autres, je vais me faire engueuler. Voilà. Ça sont des photos du premier commandeur de la Wallonie, ce sont des photos originales. Jacobs, le dernier aura été De Grelle évidemment. Encore une fois, vous voyez, Jean Lequeux. Tout ça sont des photos originales. Ça c'est un fabuleux dossier qui est un dossier de photos sur la famille de Heug, une famille de fabricants de pianos, avec toutes les photos de l'intégralité des membres de la famille, qui étaient aux Jeunesses Légionnaires, qui étaient à la Wallonie, qui étaient à la Sturmbrigade. C'est très très rare de trouver autant de photos et surtout des photos nominatives. Voilà, ça c'est le brochure d'engagement dans la LVF française. Il y a des rarissimes brochures à l'intérieur. Et là, qu'est-ce que c'est? Là, c'est plutôt Rex, pour le coup. C'est plutôt Rex. Donc là, on est plutôt dans les années 30. Donc avec le pays réel de Rex, les revues en couleur de Rex, des affiches de Rex, beaucoup de tracts originaux de Rex, tiens, la charte constitutive des serments de la jeunesse rexiste, encore une fois, les journaux de Rex, des publications de Léon De Grelle originales, souvent dédicacées, ça c'est de l'affiche de Rex directement. Il y a des cartes de militants de Rex, enfin c'est un considérable fonds et une considérable collection qui est vraiment emblématique, on en parlait tout à l'heure, mais voilà la fameuse... non, c'est pas l'affiche, ça c'est le pays réel pour le retour de la brigade Wallonie après Tcherkassy, puisque l'un des grands actes de la brigade Wallonie, c'est la bataille de Tcherkassy en 1944, qui a donné lieu ensuite, après, à un défilé triomphal dans les rues de Bruxelles. Et il y a d'ailleurs les rares brochures, les deux modèles de brochures du défilé.
Et enfin voilà, il y en a partout. Et ça, c'est assez fabuleux et ça va nous permettre de faire un petit clin d'œil à un lot incroyable qu'avait récupéré Jean-Pierre Chantrin et qui est évidemment dans la vente. Il s'agit d'une partie des affaires de Conrad Henlein. Conrad Henlein, c'est le patron des Sudètes, et c'est donc lui qui était gauleiter des Sudètes, et on a une grosse partie des diplômes citoyens d'honneur d'Henlein, et parmi eux, il y a ce plat qui a été offert par Canaris, le patron du renseignement allemand, à Conrad Henlein. Mais bon, ça c'est une autre histoire, c'est l'histoire des Sudètes, mais cette histoire des Sudètes sera évidemment dans les ventes, avec les diplômes d'Henlein qui doivent être là, ils sont cachés sous la table, je les vois qui émergent d'un carton. Voilà, eh bien, on va laisser notre photographe continuer à travailler, parce que je l'entends qu'il est en train d'arriver là-bas, là. Je vais me faire un petit peu disputer, je vais lui expliquer que, voilà, je vais tout remettre en place, et j'espère que ça vous aura permis de jeter un petit coup d'œil, de passer derrière le miroir, en tous les cas derrière le rideau pour commencer, et de jeter un petit coup d'œil à ce que nous allons avoir et ce que nous allons vous proposer dans cette vente du 4 et du 5 mars. Allez, on part parce que je l'entends revenir. Jean-Pierre Chantrin, il fait partie de ma jeunesse. J'ai commencé à collectionner quand j'avais 10 ans, à l'époque où les enfants s'intéressaient plus aux nouvelles aventures du Mister Magoo qu'aux objets militaires. Et à l'époque où j'ai commencé à collectionner, Jean-Pierre était vraiment déjà un monument dans les années 80. C'était déjà une référence. C'était une référence parce que, comme beaucoup de Belges, il a su collectionner avec non pas que de la passion, mais aussi avec beaucoup de culture. C'est quelqu'un qui n'a pas uniquement fait que collecter des objets, mais c'est quelqu'un qui a voulu expliquer ce qu'étaient ces objets dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est assez incroyable pour l'époque. Par exemple, alors que nous, Français, nous n'avions pas encore de revue sur le matériel militaire de la Deuxième Guerre mondiale, Jean-Pierre avait déjà créé une revue qui est quelque chose d'absolument incroyable, qui est une revue fondatrice qui s'appelle Ami Militaria, qui publiait déjà des articles de très grande volée qu'il rédigeait lui-même ou qu'il demandait à des amis collectionneurs de rédiger sur l'uniformologie de la Deuxième Guerre mondiale. Jean-Pierre Chantrin, c'est donc un pionnier, il fait partie de ces pionniers que j'ai eu le bonheur de connaître et qui ont connu l'après-guerre, c'est-à-dire qui ont trouvé du matériel à l'époque où il y en avait foison, à l'époque où on en trouvait partout, mais qui a su non seulement collecter ce matériel, récupérer ce matériel, mais aussi choisir ce matériel. Et c'est peut-être un petit clin d'œil et un petit clap qu'on peut faire aux collectionneurs belges. C'est sans doute, et encore aujourd'hui, les collectionneurs qui ont le plus de culture, les collectionneurs dont l'approche est la plus fine, les collectionneurs qui ont les plus belles collections, tant dans la qualité que dans la quantité, sont les collectionneurs belges. C'était vrai à l'époque de Jean-Pierre Chantrin, avec les très grands collectionneurs de l'époque, Jean-Pierre Chantrin, Luc Beauvert, Grigny, qui était un collectionneur merveilleux, Philippe Gillin, qui est toujours un collectionneur prodigieux, et ça l'est toujours encore aujourd'hui, car les plus belles collections du monde, va-t-on dire, sont en Belgique, et ça, peu de gens le savent. Donc Jean-Pierre, c'est tout ça en même temps, et puis Jean-Pierre, c'est une vieille histoire d'amitié entre lui et moi. C'est quelqu'un que j'ai humainement beaucoup aimé, c'est quelqu'un qui a toujours été là quand j'ai besoin d'un conseil. C'est quelqu'un avec qui j'ai fait mes premières ventes en Belgique, quand j'ai lancé cette idée un peu folle d'ouvrir une salle des ventes en Belgique, alors que personne n'avait jamais fait de vente aux enchères de Militaria. Vous l'aurez compris, cette vente n'est pas véritablement une vente comme les autres pour moi, parce que Jean-Pierre est quelqu'un qui est cher à mon cœur, et c'est vrai qu'on va vendre cette collection alors qu'il n'est plus là. Alors j'avais déjà commencé avec lui à vendre les premières parties de sa collection, avec un Jean-Pierre un peu bougon. Putain! Qui me laissera des souvenirs incroyables de prise en charge qu'on avait fait avec Adrien. Donc, Non, tu ne touches pas à ma caisse. mais je regardais. Tu ne touches pas à Mais ma je caisse. regardais. Tu ne la regardes même pas. Tu Non. ne la regardes même pas. Elle n'existe pas. C'est vrai que le premier jour de cette vente, de ces nombreuses sessions de vente qu'on va faire, puisque la vente des volontaires n'est que le premier opus
de ces ventes, il va y avoir un grand vide ce jour-là, parce que il ne sera pas là pour que je puisse lui jeter quelques petits pics et me moquer de lui gentiment dans la salle. Et tu sais ce que c'est, Adrien, Jean-Pierre te l'offre. Donc effectivement, oui, cette vente a pour moi quelque chose de très particulier. De rien, dit avec plaisir.